en même temps, faut pas oublier que ça fait quand même, je pense, 20 ans, 15-20 ans qu'il a pris sa retraite. Je sais pas c'est quoi son style de vie. Puis le fait qu'on ne sait pas, on sait pas s'il consommait, qu'est-ce qu'il faisait. Tu sais, on peut insinuer beaucoup de choses, mais faut pas juste penser aussi que la seule raison peut être ça. Tant longtemps qu'on va pas savoir c'est quoi son style de vie, comment il vivait, qu'est-ce qu'il faisait dans les réserves, comment ça se passe, s'il fumait, C'est vrai. Il y a plusieurs, c'est vrai. Mais il a dit que les commotions, ça l'a pas aidé. Ça a sûrement pas aidé. Donc, est-ce que c'est un élément déclencheur? Peu importe, là. Toutes les autres choses, les autres facteurs, ça peut être des facteurs. Mais si il y a une commotion qui a rapport là-dedans, tant qu'à moi, la Ligue nationale doit faire attention à ces gars-là. Parce que les noms que j'ai nommés tantôt, là, Bogart, Belak, Probert, c'est trop tard pour eux autres. Il est pas trop tard pour Ojic et pour les autres gars, là. Tu sais, moi, je veux pas. Les gars, là, on les regarde, on les encourage sur les patinoires, ils se défoncent, ils se démènent, ça frappe. Et, tu sais, on peut pas les oublier un coup qu'ils aient fini de jouer, là. Les gars qu'on a encouragés, puis, tu sais, même John Cordick, il faut faire attention à ces gars-là. Et la Ligue nationale, j'espère qu'ils vont faire quelque chose. Paulin Bordelot parlait avec Ron hier, et Paulin Bordelot connaît très bien Gino Ojic. Pas mal sûr qu'il va s'en sortir. Je pense que s'il est prêt à accepter de l'aide des gens qui sont compétents, tout ça, dans le domaine psychiatrique et tout ça, je pense qu'il va s'en sortir parce que même Gino, moi je le connais depuis longtemps, là, puis c'est un gars qui est intelligent. Je pense qu'à un moment donné, il va se rendre compte qu'il y a encore beaucoup à donner dans la vie, puis je pense que ça vaut la peine. Il va se rendre compte que ça vaut la peine d'être vécu, puis je pense qu'il va s'en sortir. Ben on lui souhaite, hein. On lui souhaite absolument, et je souhaite que les amateurs et les joueurs et la LNH travaillent ensemble pour éliminer cette facette du jeu qui, selon moi, n'a plus sa place. Tu sais, le hockey, c'est le seul sport que t'as le droit de te battre, là, à part la boxe puis le UFC, là, que tu fais juste te battre, là. Ça a plus sa place. Ça l'amène à rien au jeu. Puis je vous le dis, si vous êtes vraiment honnête, là, vous êtes vraiment honnête avec vous-même, vous pensez au hockey que vous aimez le plus regarder, là, en série, là, quand ça va vite, ça frappe, les mises en échec, il n'y a pas plus de coups vicieux. Il n'y a pas plus de coups vicieux dans les séries de la Coupe Stanley ou des Olympiques. Il n'y en a pas de bagarre. Fait que ça n'a pas sa place. Stéphane Leroux est notre invité aujourd'hui. Stéphane, quel plaisir retrouver Stéphane. Hockey Canada, Stéphane a décidé de faire les choses un petit peu différemment cette année en invitant seulement 25 joueurs à leur camp d'entraînement. Stéphane, dis-nous pourquoi une approche différente cette année? Ben regarde, Derek, je pense que Hockey Canada cette année a décidé de changer un peu sa façon de faire. Pourquoi on a décidé de changer? Ben sûrement un peu beaucoup à cause des résultats des dernières années. Le Canada n'a pas gagné la médaille d'or depuis 2009. Le Canada a été exclu du podium pour la première fois en 15 ans l'an passé. Alors, faut pas nécessairement jeter à la poubelle tout ce qui faisait la force du Canada avant, mais je pense qu'à un certain moment, il faut avoir la capacité de s'ajuster un petit peu. Puis c'est ce que le Canada fait cette année. Alors, ça a commencé cet été. D'abord, au lieu de tenir un simple camp d'orientation où on invitait 30-35 joueurs puis qu'on faisait des petits matchs intra-équipe rouge-blanc, on a décidé de participer à un tournoi 4 nations à Lake Placid qui est organisé par les États-Unis. Alors, il y avait les Américains là, les Suédois, les Finlandais et l'équipe canadienne. Déjà là, en disputant 3 matchs cet été, on avait déjà une bonne idée, je pense, de ce quoi pourrait avoir l'air l'équipe canadienne junior. C'est sûr qu'on savait pas qui serait disponible au niveau de la Ligue nationale, mais on avait quand même une bonne idée. Alors, de là, je pense, la raison pour laquelle on invite seulement 25 joueurs au lieu d'en inviter, écoute, il y a des années, il y en avait 40, 42, 38, 36, 25, là, c'est du jamais vu. Le plus bas qu'on avait eu, c'est 26, puis il faut remonter à 1986. Alors, ça fait presque 30 ans. Alors, ça, c'est nouveau, c'est sûr. Je pense qu'il y a 2 autres nouveautés qu'il faut regarder dans ce dossier-là. Un, le fait qu'on ne fera probablement pas l'équipe à l'issue de ce camp-là de 3 jours à Toronto du 12 au 15. On va plutôt, possiblement, on va peut-être retrancher un joueur, 2 joueurs, mais on va peut-être aussi amener les 25 joueurs en Europe pour disputer les 3 matchs préparatoires du tournoi là-bas en Suède, le 20, le 22, le 23 décembre. Et ce n'est qu'après ces 3 matchs-là qu'on va véritablement connaître la formation de 22 joueurs là, pour le championnat de 2014. Et autre très grande nouveauté aussi, habituellement, Hockey Canada était très strict sur
les joueurs qui jouent junior dans la Ligue qui ont d'âge junior, qui sont dans la Ligue nationale, à savoir, si tu veux faire partie de l'équipe, il fallait que tu sois là au jour 1 du camp d'entraînement. Alors, Matt Dumba du Wild du Minnesota, lui, a déjà été prêté, il va être là au jour 1. Mais il y a 2 autres joueurs d'âge junior là, qui ont encore des possibilités qui puissent se rapporter à l'équipe Canada, mais ils pourraient se rapporter seulement le 22 ou le 23. Et du côté de Hockey Canada, on va être malléable cette année face à ces 2 joueurs-là, Morgan Riley des Maple Leafs et Sean Monahan des Flames. Pourquoi? Parce que justement, on veut pouvoir compter sur ces joueurs-là. Et si on appliquait la politique stricte de dire faut que vous soyez là le 12 décembre, on n'aurait aucune chance de les avoir. En permettant leur arrivée peut-être en Europe le 22 ou le 23 seulement, on a plus de chances de convaincre les Maple Leafs et les Flames de les céder pour le tournoi. Ça aussi, c'est nouveau. Et ça, je te dirais que c'est peut-être un peu calqué sur les Américains, parce que les Américains ont toujours fait ça, attendre le plus longtemps possible avant de finaliser l'équipe. De toute façon, la Fédération internationale exige que tu donnes tes noms seulement que le 25 décembre à 3 heures de l'après-midi. Donc, le Canada, là, la formation finale, peut-être qu'on va la connaître seulement que le 22, le 23, au lieu de la connaître comme ça a été toujours le cas depuis toujours, là, le 15 ou le 16 décembre. Hey, Steph, 6 joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec invités, mais c'est 6 petits Québécois. C'est bon, ça, hein? Ben écoute, c'est ça qui est intéressant aussi cette année, c'est que les 6 qui sont là, premièrement, ce sont 6 Québécois et non des gars des Maritimes qui jouent dans la LHJMQ ou des gars de l'Ontario qui jouent dans la LHJMQ, comme c'est déjà arrivé certaines années. 6 sur 25, là, c'est 24 %. Les gens peuvent dire encore qu'on est le maillon faible des 3 ligues, mais 6 sur 25, là, 24 %, c'est la meilleure représentation québécoise depuis l'an 2000, où il y avait eu 9 Québécois d'invités sur 36 invitations. Alors, tu sais, tu as toujours façon de le voir, là, les chiffres, t'es fait parler comme tu veux, mais 6 gars là, qui ont grandi dans le giron de Hockey Québec, qui se retrouvent dans l'équipe et qui, tu sais quoi, qui ont de bonnes chances, les 6, de faire l'équipe. Peut-être qu'il va en avoir un des deux, là, entre Gauthier et Girard, qui va être retranché, puis on va en avoir 5. Mais que ce soit 5 ou 6, je pense que c'est excellent au niveau de la représentation. Tu sais, faut pas se compter d'histoire. Là, on est une province parmi les autres. Tu sais, les gens qu'on parle à la Ligue de l'Ouest, il y en a 9 de l'Ouest, mais oui, mais ils ont 4 provinces, eux autres aussi. Là. Il y a Calgary, il y a Alberta qui est un gros marché, Vancouver qui est un gros marché, Winnipeg, la Saskatchewan. Alors, tu sais, faut mettre ça en relief. C'est sûr que l'Ontario en aura toujours plus que nous. Ils ont un plus gros bassin de joueurs de hockey. Mais quand tu regardes nos 5 bonhommes cette année, là, les 5 attaquants qui sont là, je pense que pour Jonathan Drouin, évidemment, ça fait aucune question. Il y a même des chances, selon moi, d'être le capitaine de la formation. En tout cas, il va sûrement être considéré au moins pour avoir une lettre sur son chandail. Tu regardes Anthony Manta, il a 30 buts cette année. C'est le meilleur buteur de la Ligue canadienne de hockey, à égalité avec un gars de l'Ouest, mais un gars de 20 ans qui n'était pas admissible. Donc, parmi tous les joueurs disponibles, c'était le meilleur buteur dans le circuit. Tu regardes Charles Hudon, il avait fait l'équipe l'an passé, malheureusement, il avait dû déclarer forfait en raison d'une blessure au dos. Cette année, je pense qu'il va avoir un rôle intéressant. Il peut aussi bien appuyer un trio offensif comme jouer en désavantage numérique. Je pense que ça donne une bonne carte de visite là, pour Charles Hudon. Dans le cas des 2 autres, Frédéric Gauthier, premier choix des Maple Leafs de l'Océanique de Rimouski, et Félix Girard du Drakkar de Bécomo, peut-être le moins connu du groupe. Ce sont 2 joueurs qui amènent une dimension défensive, une dimension où on va tuer le temps pour les punitions. Et quand on parle de Félix Girard, hier, je recevais un paquet de messages de courriels. Les gens qui suivent la LHJMQ le connaissent bien, mais ceux qui suivent ça peut-être d'un peu plus loin, regardent simplement les statistiques. Regardons, Stéphane, il y a 4 buts, puis il est invité avec Équipe Canada. Mais si tu vas un peu plus loin, puis tu regardes la colonne des mises en jeu, il n'y a pas un joueur de centre au Canada qui gagne plus de mises en jeu que Félix Girard dans toute la Ligue canadienne. 65 % d'efficacité. Et on le sait, c'est un élément important dans un tournoi comme ça. Ça prend des gars comme ça pour tuer les punitions. Et autant Girard que Gauthier cet été à Lake Placid, là, moi je suis allé pendant 3 jours durant mes vacances cet été, puis j'ai suivi des matchs. Là, il est tombé, je pense, dans l'œil de Brent Sutter. Alors, je pense qu'il a une bonne chance de se tailler une place avec l'équipe. Donc, si tu regardes ça fondamentalement, là, en supposant qu'il n'y ait pas d'autres joueurs de la Ligue nationale qui soient libérés, il y a 3 joueurs à retrancher. Un défenseur et 2 attaquants. Et ça, bon, on reste, comme je te disais, de le savoir seulement là, le 22 ou le 23 décembre. C'est en Suède cette année, mais avec les matchs à Montréal et Toronto l'an prochain, Stéphane, penses-tu qu'il y a un petit peu plus de pression sur Hockey Canada et sur l'équipe d'avoir des meilleurs résultats cette année? Ben moi, je pense que c'est ça. C'est que cette année, le Canada veut tout faire pour gagner la médaille d'or, comme c'est le cas à chaque année, c'est sûr, mais d'autant plus que, comme tu le mentionnais, puis tu fais bien de le mentionner, l'an prochain, le tournoi est présenté à Montréal et à Toronto. Ça, c'est les 2 plus gros marchés de hockey au Canada. C'est sûr que le Canada aimerait bien ça, là, mousser tout ce qui va entourer ce tournoi-là l'an prochain en étant champion du monde en titre. C'est bien évident. Alors, donc, ramener une médaille d'or cette année, je pense que ça fait partie là, de tout ça. La pression, ben regarde, il y en a toujours
toujours sur ce programme-là. Je pense que pour poursuivre ce tournoi-là là, depuis presque 20 ans, là, on dirait que quand tu gagnes pas la médaille d'or, t'es une gang de pas bons, puis c'est un échec total. Je pense que l'an passé, là, ça a été vraiment décevant d'être exclu du podium pour la première fois depuis 98, d'autant plus que tous les joueurs étaient disponibles en raison du lockout de la Ligue nationale. C'est un bonhomme comme Nugent Hopkins était là l'an passé, un bonhomme comme Jonathan Huberdeau était là, qui n'aurait peut-être pas été là s'il y avait eu du hockey de la LNH. Je pense qu'on veut effacer ça, puis honnêtement, là, il y a des bons éléments en place. Brent Sutter est là. Moi, je ne suis pas, c'est pas mon meilleur chum, Brent Sutter, mais il est 2-2 au championnat du monde de hockey junior. J'ai jamais perdu un match les 2 années qu'il est allé en 2004, en 2005 et en 2006. Et là, pour Hockey Canada, Brent Sutter, c'est comme un peu Dieu le Père. Alors, on est allé chercher l'entraîneur là, qui a la meilleure fiche avec Don Hay, mettons, au championnat du monde de hockey junior. On espère qu'avec lui, là, on va ramener la médaille d'or au Canada pour que justement l'an prochain, on rentre comme champion en titre. Super, merci beaucoup Stéphane Leroux, excellent, et on va avoir la chance de s'en parler beaucoup durant le tournoi et au show du midi, et aussi à Bonsoir les sportifs. C'est une belle tradition, hein? C'est une maudite belle tradition, ça, dans le temps des fêtes. La tourtière, la dinde, les attaquas, les mokas et le championnat d'hockey junior. Ça va un va avec l'autre, parce que c'est le sofa, c'est les pieds sur le pouf, là. Puis on regarde du hockey, puis c'est du bon hockey. Du hockey très le fun, très le fun à regarder. J'aime beaucoup regarder ça. J'aime aussi regarder la Coupe Spengler. Puis l'an dernier, mais avec tous les joueurs qui étaient en lockout, il y avait beaucoup de gars de la LNH, mais c'était très intéressant à regarder. Donc, c'est ça. Stéphane va nous en parler beaucoup de la Suède du 26 décembre au 5 janvier. Le championnat mondial de hockey junior, et c'est ça. La formation canadienne qui se doit de revenir sur le podium. Peut pas passer de 2 ans de suite, là, ce serait impossible. C'est l'heure maintenant, on est presque terminé déjà. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Je vous invite, comme toujours, à nous faire parvenir vos commentaires via courriel info@leshowdumidi.com. Et vos idées d'émission, l'invité, ce que vous aimeriez parler, tout ça, ça va me faire plaisir le lire et d'en discuter. Sur le fly, c'est 5 choses que vous devez absolument savoir dans le monde du sport, que vous savez peut-être pas. La première, Bouillon est de retour au jeu ce soir. Douglas Murray est laissé de côté. Alors, l'affrontement face aux Devils. Deuxième chose, le contrat des Yankees là, qui ont accordé à Jacob Ellsbury, 7 ans, 153 millions. Savez-vous que c'est le 3e contrat le plus riche de l'histoire du baseball pour un voltigeur? Très intéressant. Troisième chose, le Canadien aujourd'hui célèbre son 104e anniversaire. Joyeux anniversaire. Une petite victoire pour ça. Ça se célèbre bien, une petite victoire. Quatrième chose, l'entraîneur-chef des Steelers de Pittsburgh. Je sais pas si vous vous rappelez, le match de l'Action de grâce, là. Il était sorti sur le terrain, il a fait un peu d'interférence sur un retour de beauté. Ça va lui coûter à lui et son équipe 100 000 $. La NFL l'a mis à l'amende aujourd'hui. 100 000 $. Et il y a des chances aussi que ça l'affecte, qu'il y ait une sanction sur un choix de repêchage pour l'année prochaine. Je trouve que, me semble que c'est un peu intense comme pénalité, ça, mais il a avoué le point de presse hier, là, Mike Timlin, le voir avouer comment il avait été un casse de bain, là, comment il avait été nono dans tout ça. Là. Vous parlez d'un gars qui s'assume, là. Ouais, il s'est traité de tous les noms, comment qu'il avait été imbécile de faire ça, qu'il avait aucune excuse, etc. Mais 100 000 $ aujourd'hui, suite à sa rencontre avec Roger Goodell, c'est ça qu'ils ont décidé, et qu'il y a encore des chances que les Steelers aient une sanction en termes de choix de repêchage pour ça. Fait que en tout cas, je trouve ça très sévère, mais c'était évidemment une connerie. L'entraîneur qui décide d'embarquer sur le terrain alors qu'un joueur court sur les lignes de côté, pas nécessairement sa meilleure décision. Dernière chose, Brett Favre essaie de remporter un autre championnat, mesdames et messieurs. L'école secondaire où il est entraîneur, il est le coordonnateur offensif pour l'entraîneur pour l'école Oak Grove High School, joue le championnat d'État, le championnat pas provincial mais le championnat le State Championship ce vendredi. Alors Brett Favre essaie de gagner un autre championnat. Et c'était la rubrique sur le fly, mesdames et messieurs.
Je vous souhaite une excellente fin de journée. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Je vous rappelle, demain, Mark Griffin sera avec nous et on parlera de la saison morte qui est pas trop morte en ce moment. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de signatures. Et puis ça va continuer parce qu'il reste encore une couple de gros noms, là. Mais on parle de tout ça demain avec Mark Griffin. Bon reste de la journée. On est mercredi, la semaine est plus